Elle s'est relevée de la douleur sur ses cendres, a retrouvé son nom, sa voix et son avenir. Mais certains ne supportent pas de vous voir fleurir, surtout ceux qui ont arrosé vos racines de jalousie. Alors qu'Anita commence à goûter à la paix pour laquelle elle s'est embattue, l'obscurité s'installe à nouveau. Une trahison dissimulée sous un uniforme. Un enfant arraché à ses bras. Un passé qui refuse de rester enfoui. Aujourd'hui, son nouveau-né disparu et son monde bouleversé, elle doit affronter le deuil, la suspicion et un jugement attendu depuis longtemps. Ses ennemis étaient familiers. La justice exige plus que la survie. Et le pardon? Bonjour la famille, bienvenue dans Histoire de vie. Abonnez-vous et aimez-nous, ça compte beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications de publication pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci pour votre soutien. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Les lumières de la soirée de lancement brillaient encore dans les yeux de Linda. Même des heures plus tard, bien après que les applaudissements se soient estompés, le goût du champagne avait perdu son attrait. Elle s'était éclipsée de la salle plus tôt que prévu, sans se faire remarquer, ses talons claquant violemment sur le sol en marbre tandis qu'elle traversait le parking et s'enfonçait dans la nuit. Personne ne l'avait arrêtée. Personne ne lui avait demandé où elle allait. Personne ne la regardait. Et c'est cela, plus que tout, qui la faisait bouillir. Elle rentra chez elle en silence, les poings serrés au volant, la mâchoire serrée, les dents serrées derrière un rouge à lèvres rouge sang. Son cœur battait à un rythme qu'elle ne connaissait pas. Rapide, erratique, furieux. Chaque coup de klaxon sur la route, chaque panneau publicitaire qui défilait, chaque affiche avec le visage souriant d'Anita aggravait la situation. Elle avait tout. Une suite en attique. Une bague en diamant. Un bébé. Un homme qui la regardait comme si elle était le soleil. Et maintenant, une fondation. Linda se gara devant son appartement, le portail grinçant derrière elle. L'immeuble était un immeuble de 3 étages fatigué et fissuré, avec des canalisations rouillées et des murs qui n'avaient pas été repeints depuis des années. Son appartement était le plus petit, au 2e étage, et il sentait le moisi et le désodorisant bon marché. Dès qu'elle entra, elle verrouilla la porte et éteignit les lumières. Elle ne supportait pas le reflet de sa propre colère dans le miroir. Le silence était assourdissant. Ses chaussures heurtèrent le sol avec un bruit sourd. Son sac fut projeté sur le canapé qui s'affaissa au milieu. Elle resta immobile, le souffle court et saccadé. Puis, lentement, elle se dirigea vers son petit miroir mural, alluma une lampe et s'observa. La femme dans son reflet était belle, mais fatiguée, vide et vaincue. Sa main se tendit vers le bord de la table en bois, sous le miroir, où se trouvait un vieux cadre photo. Une photo granuleuse d'elle et d'Anita, prise il y a des années. À l'université. Surrey Antis. Bras croisés. Linda avait toujours été la plus bruyante. L'audacieuse. Anita, la douce rêveuse à la voix douce. À l'époque, elles se ressemblaient comme 2 sœurs. Elle fracassa le cadre contre le sol. Le verre se brisa sur le carrelage comme des dents cassées. « Je t'ai créé », murmura-t-elle dans le silence, la voix tremblante. « J'ai ouvert la porte cette nuit-là. Tu as surmonté cette épreuve. Tu as saigné à cause de moi. Mais tu as survécu, et d'une certaine manière, ça t'a rendu plus grand. » Elle arpentait la pièce, pieds nus, les mains agrippées. « Elle se croit supérieure à moi, » grommela Linda. « Elle se promène, rayonnante comme une sainte, tandis que je m'efface comme une note de bas de page dans sa victoire. » Elle s'arrêta près de la fenêtre, regardant la ville. Anita se trouvait probablement dans un immeuble de luxe. Elle se tenait le ventre. Elle buvait du thé. Elle se reposait dans des draps importés. Elle avait probablement de l'aide, des nounous, des chauffeurs, des gardiens. Elle n'a aucune idée de ce que signifie vraiment perdre. Le regard de Linda se durcit, l'esprit s'emballant. Si Anita voulait vivre en paix, Linda la lui volerait. Si Anita voulait élever son enfant dans le confort, Linda le briserait. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, son souffle s'arrêtant sur un murmure né au-delà de l'amertume. « Je prendrai la seule chose qu'elle ne puisse remplacer. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, terribles et définitifs. Elle s'assit à son bureau, sortit une feuille de papier et commença à écrire. Ce n'était pas une confession. C'était un plan. Une opération. Chaque détail, chaque mouvement, chaque masque, chaque uniforme. Elle ne commettrait pas l'erreur d'être désordonnée. Pas d'empreinte digitale. Pas d'étiquette nominative. Rien à redire.
Elle avait assez observé, assez appris. Elle avait attendu assez longtemps. Dans l'obscurité, éclairée seulement par la lueur de sa lampe de bureau, Linda plia la page et sourit intérieurement. « Tu n'es pas la seule à savoir t'élever, Anita. » Puis, dans le silence de sa chambre, tandis que des fragments d'amitié ancienne jonchaient encore le sol, Linda fit un vœu. « Tu étais sous les projecteurs. Maintenant, je vais te faire supplier pour l'ombre. » La douleur survenait par vagues. Elle commençait par une légère douleur dans le bas du dos d'Anita, celle à laquelle elle s'était habituée durant les dernières semaines de sa grossesse. Mais à 4h13, elle était devenue plus vive, rythmée, impossible à ignorer. Elle se tenait près du lit, respirant doucement, une main calée sur la tête de lit tandis que l'autre reposait sur son ventre tendu. Son corps parlait le langage ancestral du travail. « MMH » gémit-elle doucement en se mordant la lèvre. Darius s'agita, immédiatement alerte. « Anita ?» Elle hocha la tête, les yeux fermés, imprégnés de l'exiguïté du bâtiment. Il était temps. Il était sorti du lit avant qu'elle ait pu terminer sa phrase. En quelques instants, le sac d'hôpital était fermé, les clés récupérées, et la voiture attendait. La pluie tapait légèrement sur le pare-brise tandis qu'il traversait à toute vitesse la ville à moitié éveillée, les lampadaires clignotant au-dessus de leur tête, témoins silencieux du commencement d'un événement sacré. À l'intérieur de l'hôpital, tout se passa rapidement, mais en douceur. Les infirmières la transportèrent jusqu'à la maternité. Darius lui tint la main tout le temps. Elle le serrait à chaque contraction, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. « Tout est formidable » murmura-t-il en pressant son front contre le sien. « Respire, tout simplement. Je suis là. » Elle hocha la tête, les larmes aux yeux, non pas de peur, mais d'un amour trop grand pour être contenu dans un corps déjà en train d'exploser. Les heures passèrent. Elle a crié. Elle a poussé. Elle a supplié que ça cesse. Et puis, tandis que la pièce emplissait d'une lumière chaude et que l'infirmière criait, une dernière poussée, Anita donna tout ce qu'elle avait. Un cri perça l'air. Il était strident, beau, provocateur. Le genre de cri qui disait « Je suis là ». Anita s'effondra dans le lit, haletante et en sueur, les larmes ruisselant sur ses joues. La sage-femme nettoya rapidement le nouveau-né et l'enveloppa délicatement dans une douce couverture rose avant de le déposer dans les bras d'Anita. Minuscule, chaleureuse, vivante. Sa fille. Elle riait à travers ses sanglots. Darius s'assit à côté d'elle, stupéfait. Il tendit la main et toucha les doigts recourbés du bébé. « Elle est parfaite, » dit-il d'une voix rauque. « C'est Maya, » murmura Anita. « Elle s'appelle Maya. » Une infirmière à proximité sourit. Un choix magnifique. Et c'était le cas. Maya. L'illusion devint réalité, la douleur devint promesse. Pendant les heures qui suivirent, tout fut calme. Maya dormait sur la poitrine d'Anita, sa respiration douce et régulière. Darius était assis au bord du lit, la main toujours sur celle d'Anita. Une infirmière leur apporta un plateau de nourriture qu'aucun d'eux ne toucha. Ils fixèrent Maya, emplis d'admiration et de paix. Mais la paix, Anita l'apprendrait plus tard, c'est souvent le silence avant que quelque chose ne se brise. Cela se produisit dans le calme du début de soirée. Le silence s'était installé dans la salle. Anita sombrait dans un sommeil léger et épuisé. Darius était sorti pour répondre à un appel du conseil d'administration. Le couloir bourdonnait faiblement des chaussures des infirmières et des bavardages lointains. Puis une nouvelle silhouette apparut, une infirmière portant un masque chirurgical et une charlotte jetable. Son visage était presque entièrement caché. Sa posture était détendue. Son badge était tourné vers l'intérieur. Elle entra calmement dans la pièce, les mains enfilées dans des gants en latex. Anita remua légèrement. La femme sourit sous son masque. Ni trop amicale, ni trop enthousiaste. Elle l'emmenait juste à la crèche pour un petit contrôle, murmura-t-elle. Procédure standard. Anita, hébétée et lourde, hocha la tête, les paupières battantes. L'infirmière souleva Maya avec précaution et expertise, et quitta la pièce. Quelques instants plus tard, une vraie infirmière entra, un presse-papier à la main. Elle regarda le berceau vide, puis Anita. « Où est le bébé ?» Anita se redressa lentement, le visage plissé par la confusion. « Tu viens de l'emmener. » Personne n'est entré. Anita en eut le souffle coupé. Le berceau était vide. La pièce tournait. Non, non, non. Elle vient de partir. Elle l'a emmené. Elle portait un masque. Elle l'était. Son cri a traversé la salle. Mon bébé.
Maya, elle a pris mon bébé. Les infirmières sont entrées en courant. Les alarmes ont retenti. Code Rose. L'hôpital a sombré dans le chaos. Darius revint quelques secondes plus tard, courant dans la pièce tandis qu'Anita sanglotait sans retenue, serrant sa poitrine là où Maya était allongée. Quelqu'un l'a emmenée, Darius. Elle est partie. Elle est partie. Il n'a pas parlé. Il a couru. Caméra de sécurité. Vérification dans les couloirs. Appel du personnel. Rien. L'infirmière avait disparu. Le bébé aussi. Et dans l'hôpital où une nouvelle vie était censée commencer, la voix d'Anita s'éleva comme le tonnerre. Que personne ne quitte ce bâtiment, gronda Darius au chef de la sécurité, d'une voix d'acier. Trouvez ma fille. Tout de suite. Mais Maya était déjà partie. Et quelque part dans la ville, Linda souriait. L'hôpital était devenu un havre de paix, saturé de sirènes et de parasites. Le code rose retentissait dans l'interphone, tel un battement de tambour incessant. Enlèvement d'enfants. Tout le personnel sécurisait les sorties. Confinement de Clench. Code Rose. Le personnel s'est figé en plein milieu de sa tâche. Les portes claquèrent. Les couloirs se remplirent de pas frénétiques. Les infirmières rassemblées à leur poste, chuchotant avec incrédulité. Les jeunes mères serraient leur bébé plus fort. La sécurité descendait comme une marée, balayant les étages, vérifiant les cages d'escalier, scrutant chaque couloir d'un œil inquisiteur. Mais le berceau de la chambre 207 restait vide. La voix d'Anita était rauque à force de crier. Elle se tenait pieds nus sur le carrelage froid, sa blouse d'hôpital dénouée sur les épaules, les cheveux en bataille après des heures de travail. Ses bras tremblaient violemment, comme s'il cherchait encore l'enfant qu'on lui avait arraché. Darius la tenait par les épaules, mais elle était inconsolable. « Donnez-moi mon bébé » criait-elle sans cesse. « Où est Maya ?» La pièce se brouillait sous le mouvement des détectives, du personnel de sécurité, des infirmières, des médecins, tous discutant, écrivant, regardant les images des caméras sur des tablettes. Mais aucun d'eux ne put répondre à la seule question qui comptait. Darius, bien que pâle de fureur, garda son sang-froid. À peine. Il prit l'enquêteur principal à part. Elle avait une fenêtre de 10 minutes. Elle n'a pas pu aller bien loin. L'inspectrice Halima hocha vivement la tête. En moi travail, monsieur. J'ai déjà traité des enlèvements. On fera tout. Mais j'ai besoin de quelque chose. N'importe quoi. Qui avait bien pu faire ça? Une menace? Une rancune? Darius hésita. Anita, toujours assise sur son lit d'hôpital, leva les yeux. Son regard, bien que gonflé, était soudain perçant. Linda. L'inspectrice Halima se retourna. Qui? Linda Edward, dit Anita d'une voix cinglante. C'était mon amie. Je lui ai donné toutes les chances de changer. Elle me déteste maintenant. Profondément. Pourquoi? Parce que j'ai survécu. C'était suffisant. En moins d'une heure, une équipe de policiers frappait à la porte d'entrée de Linda. Elle l'ouvrit en peignoir, l'air calme. L'appartement sentait le jasmin et le café rassis. Un feuilleton télévisé résonnait en fond sonore. Elle parut d'abord confuse, puis vexée. Un bébé avait été kidnappé. Elle haleta en portant une main à sa poitrine. « Oh mon Dieu, le bébé d'Anita. Vous êtes sérieux? » « On procède à une fouille, » dit l'agent. « Je n'ai rien à cacher, » répondit Linda. « Basse Y. Et ils l'ont fait. Ils ont retourné les coussins du canapé, ouvert les placards, regardé sous le lit, vérifié la salle de bain. Rien. Pas de berceau. Pas de biberon. Pas de vêtements pour bébé. Pas même un jouet. » Linda leur offrit du thé. Lorsqu'ils partirent, elle était appuyée contre le chambranle de sa porte, un sourire satisfait. « Pauvre Anita, » dit-elle dans le couloir tandis que les détectives disparaissaient. La vie trouve toujours un moyen de rétablir l'équilibre. De retour à l'hôpital, Anita s'effondrait sur elle-même. Une journée entière s'était écoulée. Elle n'avait pas dormi. Son corps était encore douloureux à cause du travail, mais elle refusait de prendre des analgésiques. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait Maya, le visage de sa fille pressé contre sa poitrine. Chaud, nouveau, vulnérable. « Elle est là-bas, » murmura Anita à Darius cette nuit-là. « Quelque part. Impulse. Fame. Peut-être froid. Elle est vivante, » dit Darius. « Et je te jure qu'on va la ramener à la maison. » Il quitta la pièce et passa un appel. Ni à un ami, ni à un détective, mais à un contact de sécurité privée de ses débuts dans la technologie, quand la surveillance et les données étaient sa devise.
Des hommes et des femmes qui savaient regarder là où les autres ne pouvaient pas. Je veux qu'elle soit suivie, dit Darius froidement. Linda Edward. Discret. Ne la laissez pas savoir. Et, obtenez-moi tout, appelle les mouvements d'activité bancaire, les téléphones jetables. Si elle s'est gratté le poignet en public, je veux savoir dans quelle direction. Compris. Et ainsi commença la chasse aux ombres. Linda a vécu comme si de rien n'était. Elle est allée au salon de coiffure. Elle a fait ses courses. J'ai pris un selfie avec un ami. Mais à chaque instant, quelqu'un me regardait. Des yeux silencieux derrière un journal. Une cycliste s'attardait devant son portail. Un traceur GPS s'était glissé sous sa voiture. Les jours passèrent. Anita et Darius restèrent à l'hôpital, trop effrayés pour partir. Le berceau de Maya resta intact près de la fenêtre. Les infirmières apportèrent de la nourriture, mais Anita se contenta de la déplacer dans l'assiette. Ses yeux étaient enfoncés. Sa voix était faible. Mais elle restait vigilante. Je lisais le thème astral de Maya, je pliais et repliais la couverture d'hôpital. Elle était emmaillotée dès la première heure. Elle sait que je la cherche, murmura-t-elle. Elle sait que sa mère arrive. Et puis, le 7e jour, elle a reçu un appel, l'inspectrice Alima. Urgent. Un vendeur sous un pont du marché avait téléphoné pour donner un renseignement. Il se souvenait avoir vu une femme, les chaussures de luxe déplacées, tendre un objet enveloppé dans du tissu rose à une habitante sous le tunnel routier. J'ai vu son visage, dit-il. L'espace d'une seconde. Le masque est tombé. Il a parfaitement décrit Linda. 1 heure plus tard, le tunnel était encerclé par la police. Ils ont agi rapidement. À l'intérieur, nichée entre des caisses et des cartons, une femme sans abri nommée Suzanne a été retrouvée berçant un bébé, vivante. Sale. Affamée, mais indemne. Elle tenait l'enfant comme si c'était le sien, pleurant lorsque les policiers sont intervenus. Elle a dit que le bébé n'était pas désiré. Susan pleure. Elle a dit qu'elle avait été abandonnée. Je ne l'ai pas volée. Je la sauvais. Je le jure. Une infirmière s'avança, examina le bracelet du bébé, toujours intact, caché sous les plis de sa couverture. Maya a Hemuan. De retour à l'hôpital, Anita faisait les 100 pas lorsqu'elle vit les phares s'allumer à l'extérieur. Elle entendit la porte s'ouvrir. Des pas. Une voix. Madame Aimuan. Elle se retourna et les vit porter un paquet enveloppé de roses. Le silence se fit. Ses genoux fléchirent. Darius la rattrapa juste avant qu'elle ne tombe. C'est elle, dit-il. Et Anita pleura de toutes ses forces tandis que Maya était à nouveau dans ses bras, vivante, se tortillant, plairant. Le bruit qu'il avait autrefois brisé la rendait enfin entière. Le béton sous la gosse recèle bien des trésors. Des tunnels oubliés. Des puits de maintenance abandonnés. Des tuyaux pourris et des fils électriques vacillants. Mais au plus profond de la ville, sous le chaos bouillonnant qui l'entourait, se cachait désormais autre chose. Maya. Le bébé avait été bercé dans une couverture en lambeaux tachés de suie, enveloppé délicatement avec un soin surprenant par celle qu'ils allaient connaître sous le nom de Suzanne. C'était une relique de la rue, aux cheveux argentés, la peau burinée par le soleil et la poussière, le regard trouble mais bienveillant. Mère autrefois, sage-femme autrefois. La ville avait privé de sa tendresse, mais pas de sa tendresse. Elle vivait dans le dédale de tunnels souterrains qui couraient sous la ville. Ce que certains appelaient le repère perdu où les pauvres, les brisés, les invisibles trouvaient refuge. Son coin était marqué par une unique lampe vacillante, une pile de caisses et un rideau de bâche en plastique tendu comme un mur de fortune. Et pendant 7 jours, Maya avait dormi sous la ville. Ni dans un berceau, ni dans de la soie, mais en carton et en écho. Suzanne l'avait baignée d'eau de pluie bouillie. Elle lui avait donné du lait en poudre offert par un bénévole de l'église. Elle la tenait dans ses bras quand elle plairait. Elle était trop douce pour être ici, murmura la femme, berçant le bébé comme si elle s'adressait à Dieu lui-même. Trop propre, trop rose. Mais son esprit était fort. Je le sentais. La femme qui lui avait donné le bébé n'avait d'abord rien dit. Elle était arrivée avec des gants, un foulard, des lunettes de soleil et un masque médical. Elle marchait avec assurance et lui tendait le bébé comme si elle lui remettait un colis. « Elle ne m'appartient pas », avait-elle dit. « Tu sauras quoi faire. Élève-la ou non. Ne posez pas de questions. » Et puis elle est partie. Mais le bébé est resté. Chaque nuit, Maya pleurait doucement. Chaque matin, elle cligna des yeux vers le toit improvisé, inconsciente de ce qui lui était arrivé.
Elle ignorait la différence entre la soie et la poussière. Entre berceuse et gouttes de rouille au plafond, Suzanne l'aimait. Elle l'aimait du mieux qu'elle pouvait. Le jour où la police est arrivée, Suzanne fredonnait un air saccadé, berçant Maya sur sa hanche. Le bruit des bottes et des lampes torchées a empli le tunnel bien avant les voix. Police. Sortez. Elle se figea. Le tunnel s'illumina de rayons de lumière blanche. Des hommes et des femmes en uniforme sombre se sont précipités, armes au poing. L'un d'eux a tendu la main. Donnez-nous l'enfant, pour un nom. Elle tressaillit. Sil vous plate. Ni lai pavoli. J le jour sur le sang du Christ. J ni fisais que la protégère. La détective, un grande femme à la peau sombre et vêtue d'un long manteau, Asavanka. Inspecteur Halima. Nous savons que vous n'êtes pas en état d'arrestation, mais cebb n'a rien à faire ici. Susan hesita, pousse baisa la chevere Maya. Le bibi baila, esatira, atc à ce moment la tuelle compris tuelle devait lâcher prise. Elle embrassa le front de Maya, ses levers durcis tremblants. Baswai, ma petite. Retournes vers les étoiles. Au moment où Maya fait remise à l'officier, le bibi poussa un cri, non pas de détresse, mais de reconnaissance, comme si le monde basculait à nouveau, la ramenant à sa véritable orbite. Halima l'enveloppe dans une couverture propre. Dehors, elle semblait sur un autre planète. La lumière était trop vive, elle trop vif. Maya plissa les yeux, poussa se mobilisa. Et Linda? Elle ignorait totalement leur arrivée. Pendant que la police récupérait l'enfant, une autre équipe s'y préparait à l'intercepter dans un salon de but. Elle avait pris rendez-vous à 13h15, une étrange confidence pour quelqu'un qui avait volé un nouveau nid. Mais Linda n'y s'attendait pas à ce qu'elle en découvre sa générosité. Elle pensait avoir enfoui les preuves sous la poussière et l'ombre de ruse. Mais la rue avait parlé, et la ville avait écouté. Cet après-midi là, alors qu'elle était adossée à un fauteuil, feuilletant les informations sur son téléphone, la police encircle le salon. Les coiffeurs s'y sont figs. L'un d'eux les tumeurs son ses cheveux avec un brut soured. L'agent principal enter comment. Linda Edward? Elle leva les yeux, surprise, son mascara toujours à la main. Oui, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement d'enfant et garde illégale de mineur. Le salon halida. Linda, elle, resta bouche bée. Un long moment, elle fixa l'officier, pousse sur faiblement. Cata pris du temps. Ils lont menati. Trace fort. Lorsqu'on la laisse sortir, elle leva le menton, les yeux fixes sur quelque chose au loin. Ses talons claqueront une dernière fois sur le carrelage poli. Et sous la ville, un bébé avait été retrouvé. Odessus, un femme était enfant enseveli par ses propres ténèbres. La salle d'audience était pleine. Avant même le début de l'audience, tous les sièges étaient occupés. Les journalistes étaient nombreux sur les bancs, griffonnant de notes et testant leurs micros. Militants, associations de défense de droits de femmes et curieux occupaient les allées. La galerie bourdonnait de murmures, une tension collective épaisse comme de la vapeur. Tout le monde connaissait l'histoire. La femme qui avait volé le nouveau nid de son ex-miller Amy dans un lit d'hôpital était élevée confiée à une femme sans abri sous terre. Ce n'était pas seulement un crime. C'était une trahison. C'était une obsession. C'était impardonnable. Et maintenant, le monde entier était venu le voir s'ouvrir à la lumière. Linda intermenati. Elle portait une combinaison de prisonnière bleu pâle. Ses cheveux étaient soigneusement détachés, son visage nu. Pas de rouge à lèvres, pas de cils, pas d'armure. Ses poignets étaient menottés devant elle, la chaîne cliquetant à chaque pas. Elle marchait comme si elle avait encore quelque chose en elle, le menton relève, le regard fixe. Mais tout le monde voyait la file derrière ses postures.
L innovate plus le control, et la salle d'audience enitate plus unseen. Citate un miroir. Anita etate assise de l'autre côté. Pas de maquillage, un simple robe bleu marine. Ses bras entourent dousement Maya, désormais en plain for me et lechu écarquils, appuyé contre la poitrine de sa mère dans un douce écharpe de coton. Darius etate assis à côté d'eux, le visage impassible. Sa mâchoire si crispa comme pour contenir un tempête. Quand Linda entra, leurs regards si croisèrent. Anita n'y détourna pas le regard. Le jug entra. Tout le monde s'y leva. Le procès commença. État contre Linda Edward. Le procureur commence avec une précision calme. Votre honneur, nous présentons aujourd'hui un cas non seulement d'enlèvement d'enfant, mais de terrorisme psychologique calcul, un acte motive non par le désespoir, mais par l'envie et la malveillance. Chaque mot constitue le fondement d'une histoire qui innovate besoin d'aucune fioriture. Les preuves parlantes d'elles means. Des images de vidéosurveillance montrant l'infirmière d'Agassi quittant el hospital, granuliases mais accablantes. Un témoignage du vendeur du marché. L'identification par Susan. La couverture dans laquelle Maya avait été amiati, portant encore l'étiquette de el hospital. Les relèves téléphoniques de Linda la situant près de l'eau du drame. Son propre ADN sur le ligne du nourrisson. Et peut-être le plus douloureux, la déclaration d'Anita, lui avoix haute au tribunal de sa propre main. Pendant 7 jours, j'ai vécu les bras vides et le corps endolori depuis la naissance. J'ai me révélé toutes les heures en intendant de Chris en existence. J'ai me croyais un rati, un mère trop faible pour protéger son enfant de celle que s'y disait autrefois ma sœur. Le pardon? Non, pas aujourd'hui. Parce que le chagrin, entre les mains de méchants, devient un arme. Les mots résonnèrent dans la salle d'audience comme le tonnerre. La défense de Linda était faible. Une série de déclarations. Su n'était pas un enlèvement. Elle n'a jamais été blessée. C'était un message, pas un crime. Le juge n'a même pas branche. À midi, l'issue était claire. Coupable de tous les chefs d'accusation. Mais la justice n'y résume pas à de verdicts. Il s'agit de dire la vérité à haute voix. À propos de blessures dont on parle ouvertement. À l'annonce de la peine, 15 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Linda a finalement crack. Son visage s'y tortit tandis qu'on la conduisait hors de la salle d'audience. Non pas de rage, mais de quelque chose de plus froid. Le vide. Elevate perdu. Pas seulement le procès. Elevate perdu son identité, ses illusions, son jeu. Et Anita innovate pas seulement survécu. Elevate résiste. Elevate parle. Elevate regarde sa douleur en face sans détourner le regard. Devant le tribunal, les journalistes affluent. Darius la protégite. Mais elle est sur les marches, serant Maya contre elle. Quelqu'un demanda, tu as quelque chose à lui dire? Anita marqua en pause, poussa s'y tourna vers la foule. Sa voix était calme. Elle voulait que j'y souffre. Mais elle n'a fait que me rappeler combien j'y dois me battre pour cet enfant. Cette vie. Cette paix. Tu elle s'en souvient, derrière ses barreaux. Pas de choléra. Pas de jubilation. Just la vérité. La foule s'y tête. Pousse vinrent les applaudissements. Pas de célébrate superficiels. Le genre de douleur que surgit de cours que avant souci que signifiait survivre à une épreuve brutale et continuer à avancer. Anita s'y retourna et descendit les marches du palais de justice, Maya reposant paisiblement contre son cœur. Derrière elle, les portes s'y refermerent dans un grondement sourd et résonnant. La justice n'était pas silencieuse aujourd'hui. Elle était bruyante. La prison était froide.
Le genre de Freud que ne venait ni de la climatisation ni du climat. C'était le genre de Freud qui impregnait les mœurs, les plafonds, les souls. Celui que vivait dans le silence entre les portes de fer. Le genre de personne que ne vous quitte jamais. Anita se tenait au poste de contrôle tandis qu'un agent pénitentiaire vérified sa carte d'identité. Motif de la visite, demanda-t-il. Elle ne sait pas. Fin de la conversation. Le marquois en pause, pousse hoca la tête. Le couloir, derrière la porte, sendait le métal et le désinfectant au pin. Une lumière blanche et crue bordonnait au-dessus de sa tête. Les portes s'ouvraient et se verrouillaient derrière elle avec le rythme régulier de la finalite. Elle était habillée simplement. Un commissaire gris, les cheveux enveloppés dans un foulard doux. Pas de maquillage. Pas de boucles d'oreilles. Ses doigts reposaient sur ses cuisses, immobiles. Son visage était calme. Mais son esprit vibrait d'une douce tempête. La salle de visite était carrée et laide. Les murs étaient jaune pâle. Un cloison en verre. Deux chaises de chaque côté. Un téléphone. Un horloge que tic-tac juste assez fort pour rappeler la lenteur du temps ici. Elle s'assit. Et attendait. Peu de temps après, le garde ouvrit la porte du fond et Linda futted mise. Elle avait change. Plus mince. Son teint jaunâtre. Son regard autrefois percant est terni par les néons et les nuits agités. La combinaison lui tombait sur les épaules. Elle s'y traîna jusqu'au siège de l'autre côté de la vitre et s'assit lentement. Lorsqu'elle leva les yeux, son souffle s'y coupa. Anita n'a pas pris le téléphone. Elle a attendu. Linda a décroché le signe. À contre-coeur, Anita le suivait. Elles s'assirent, le verre entre elles, silencieuses au début. Puis Linda le dit. Merci d'être venu. Anita n'y dit rien. Linda remua sur son siège. Je n'étais pas sûr que tu le ferais. Je filais n'y pas le faire, répondit Anita d'une voix douce. Mais Freud. Stable. Linda cligna de you. Tu as l'air différent. Tu n'y les pas. Linda deglutit. J'avais besoin de te voir. Pour te dire que je suis désolé. Anita haussa un sourcil. Pardon pourquoi? Pour ce que j'ai fait. Pour ce que j'ai cause. Je n'y sais même pas par où commencer. Essay. Linda hesita. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle serrait le combine plus fort. J'étais brise. Te voir réussir. Te voir être aimé. Je me sentais invisible. Comme si j'étais immobile tandis que tu continuais d'avancer. Tu n'es pas reste immobile, dit Anita doucement. Tu aimes tire en arrière. Tu as essayé de m'effacer. Les yeux de Linda se sont remplis d'alarmes. Je ne voulais pas faire de mal au bébé. Je te jure. Je voulais juste te faire du mal. Mais je n'ai réalisé que je faisais une fois tu est parti. Et que je me suis retrouvé seul. Encore une fois. Anita expira lentement. Tu n'étais jamais seul, dit-elle. Jusqu'où est-ce que tu décides de devenir ton propre Dieu? Tu aurais pu demander de l'aide. Tu aurais pu guérir. Tu as choisi la haine. La voix de Linda se brisa. Pourrais-tu un jour me pardonner? Silence. Anita la regarda. Vraiment. Sans haine. Pas même avec rage. Mais avec la lucidité que vint quand on sort de la tombe cruci pour soi. Elle secoua la tête. Non, dit-elle. Linda tressaillit. Je ne suis pas là pour te pardonner, poursuivit Anita. Je suis ici pour me libérer de toi. Le pardon ne se mérite pas. Il se mérite.
Et2 enas reine fate pour le mériteur. Des larmes collaient sur le visage de Linda. Mais Anita ne seduisit pas. J reconstruit ma vie pendant que tu essayes de la détruire. Etji continuerai à la reconstruire sans ton ombre. Elle se pencha en avant, le téléphone tremblant légèrement dans ses mains. Tu ne peux pas porter mon nom et ta culpabilité. Tu ne peux pas devenir la fin de mon histoire. Tu es tu un chapitre. Un endroit sombre. Mais il est for maintenant. Linda semblait anéantie. Comme si aucune bar et aucune phrase ne pouvait la retenir davantage que ces mots. Anita reposa doucement le téléphone sur le combine. Puis elle se leva. Linda pressa ses mains contre la vitre, ses lèvres remuant silencieusement. S'il te plaît. Mais Anita se retournait déjà. Elle franquit la porte, traversa les couloirs froids, franquit les serrures, les sonnettes et les néons. Dehors, elle était du et chaude. Le soleil couchant était d'or et clément. Un brise soufflait dans les arbres, apportant le léger parfum du jacaranda. Darius attendait près de la voiture, Maya dans ses bras. Lorsque Anita franquit le portail, sa fille se pencha vers elle, murmurant quelque chose que ressemblait à de la joie. Anita la prit dans ses bras et elle embrassa sur le front, la serrant fort contre elle. Darius demanda, as-tu obtenu ce que tu es venu chercher? Elle regarda Maya, le ciel, la route devant elle. Oui, dit-elle. Et tandis qu'elles marquaient vers la voiture, vers leur vie, vers la paix, Anita murmura doucement à sa fille, tu es né du pire de moi-même, mais tu seras élevé par le meilleur de moi-même. Le soleil caressa ses épaules comme une bénédiction, et le passé resta enfant derrière elle. Nous voici arrivés à la fin de l'histoire. J'espère tu elle vous a plu. Aimez ma chaîne YouTube et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires intéressantes.